Chers amis, bonjour. Je dois vous parler cet après-midi d'un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises ces derniers jours, notamment au sujet de Monsieur Tsipras par rapport à l'Europe et au sujet de Barack Obama et de l'Europe en général. Il s'agit du mot confiance. Et personne n'en parle, mais moi j'ai chopé ça évidemment. Alors c'est intéressant la confiance parce que j'ai travaillé à l'écrit sur le sujet déjà pour commencer. La confiance pour moi c'est quelque chose qui s'établit entre deux personnes, qui est non dite et qui est extrêmement importante parce que c'est ce qui, c'est ce qui sécurise une relation entre deux personnes. Ce qui sécurise sur le plan affectif une relation entre deux personnes. Alors notamment, je vais parler de Thomas Fersen parce que la confiance que j'ai moi envers lui et que lui a envers moi, je crois que s'il y a un couple aujourd'hui qui peut parler de confiance, c'est bien nous deux, individuellement. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'a pas toujours été simple, hein, c'est comme ça, il faut bien faire avec. Alors, j'ai abordé ce sujet-là, j'ai entendu ce mot-là, notamment au sujet de M. Tsipras vis-à-vis de l'Europe. Il paraît qu'il y aurait une crise de confiance entre M. Tsipras et l'Europe. Alors, pour quelle raison une confiance peut-elle être rompue ? Elle peut être rompue quand on réalise, preuve à l'appui généralement, qu'il y a eu une sorte de coup de couteau dans le contrat non dit, le plus souvent, excepté quand il s'agit d'un couple marié par exemple, ou un contrat de travail. Quand il y a eu un coup de couteau dans un contrat, quelquefois un contrat moral, hein, et qu'on réalise par exemple qu'on ne fonctionne pas sur les mêmes valeurs, ou qu'on ne fonctionne plus, ou que les valeurs qui étaient le ciment entre les deux personnes ou les deux parties est un ciment qui est plus friable qu'on ne le pensait. Oui, je parle toujours par métaphore, hein, je suis désolée, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est parlant les métaphores. Voilà. Alors, notamment au sujet de l'Europe, c'est justement très interpellant parce que on est en droit de se demander, justement, il y a beaucoup d'observateurs, de journalistes notamment, qui ont fait valoir le fait que ça, moi la première, hein, que ça remettait un peu l'Europe devant ses responsabilités, considérant le fait que au moment où il a été question de faire entrer la Grèce au sein de la communauté économique européenne, tout le monde savait pertinemment qu'il n'y avait pas de cadastre, par exemple. Alors, le cadastre, qu'est-ce que c'est ? C'est le cadastre, c'est un travail d'ordre géométrique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, géométrique et juridique, qui atteste que un tel ou telle société ou que telle personne est effectivement propriétaire de quelque chose. Quand vous achetez une maison, par exemple, moi j'ai déjà été propriétaire d'une maison, j'étais propriétaire de ma maison, il y avait des bornes, c'était délimité, etc. Donc nous payons, mon ex et moi, nous payons le foncier donc qui est une forme d'impôt qui va dans les caisses du gouvernement pour payer ce qu'il y a payé. Bon, voilà. Et donc ça, il y a des pays aujourd'hui où il n'y a pas de cadastre, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, cette histoire de cadastre peut sembler étrange, mais je tiens juste à préciser que justement, à l'époque où la Grèce est entrée, a été courtisée par l'Europe pour entrer, oui, on peut dire ça, elle a été courtisée par l'Europe, et l'inverse est vrai aussi. Tout le monde savait que ce cadastre n'existait pas. Hein. Tout le monde savait que les armateurs étaient une caste privilégiée qui ne payait aucun impôt. Tout le monde savait que la religion orthodoxe était dans la même situation. J'ai une mouche décidément très insistante. Et malgré ça, on a voulu absolument faire venir, voilà. Alors moi j'expliquais justement dans un article hier que si je suis pro-européenne, j'ai une vision de l'Europe justement qui est un tout petit peu plus subtile que les valeurs qui sont défendues jusqu'alors, à savoir que la notion de solidarité, d'entraide et d'humanisme est infiniment plus importante à mes yeux
que des critères strictement économiques, de pourcentage, de barème, etc. Alors j'ai bien aimé le fait que le pape reprenne la formule qui vient de chez moi il y a quelques mois, où j'expliquais qu'il était temps maintenant que l'économie, que la finance soit au service de l'individu, de l'être humain, et pas au service d'elle-même. Voilà, enfin c'était formulé comme ça, et donc j'ai écrit ça il y a pas mal de temps, et je vois que le pape l'a repris en étant en Amérique centrale et en Amérique du Sud, donc j'ai trouvé ça très bien. Et ben oui, parce que comme je suis aussi l'inspiratrice du pape, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà. Alors, cette notion de confiance, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça peut arriver que la confiance s'en aille, ça m'est déjà arrivé, moi, à plusieurs reprises, vis-à-vis de Thomas Fersen, jamais très longtemps, mais n'empêche que c'est quand même arrivé aussi, et que ça fait mal, et que c'est difficile, et que c'est vrai que je suis passée par des moments très, très durs, faut bien reconnaître, mais vis-à-vis de François Hollande, c'est arrivé aussi, d'ailleurs, ce qui est bien normal, mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi pour quelles raisons à un moment la confiance s'en va, afin de la retrouver. C'est ça qui importe, comme n'importe quel échec. De toute façon, une fois qu'on subit un échec de quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui colle pas, il faut comprendre, et puis une fois qu'on comprend, on essaie de dépasser, parce qu'autrement ça sert à rien, quoi. Je veux dire, on n'avancerait jamais, on ferait jamais rien. Dès l'instant où vous mettez un pied devant l'autre, vous prenez le risque effectivement, soit de tomber, soit de vous prendre un râteau, soit qu'il se passe quelque chose qui tourne pas rond, et puis on s'explique, et puis on nettoie son linge sale, et puis on passe à autre chose, quoi, parce qu'autrement on s'en sortirait pas. Alors le deuxième point sur lequel oui, alors je termine au sujet de l'Europe. Donc moi j'avais été consultée au sujet de la Turquie, parce qu'au début que j'étais l'inspiratrice de François Hollande, il y avait la Turquie qui frappait aux portes de l'Europe, et qui était vraiment désireuse d'entrer dans la communauté économique européenne. Et moi j'ai dit niet. Voilà. J'ai dit niet. Je n'ai pas voulu, moi, que la Turquie entre dans la communauté économique européenne, et la raison n'était pas d'ordre économique en fait, absolument pas, mais je considérais moi que compte tenu de leur identité culturelle, où l'islam a un rôle très important, j'ai considéré que ça représentait un risque trop important par rapport aux autres pays européens. Ça ne signifie pas que je sois contre systématiquement, j'ai juste expliqué que je n'étais pas pour encore. Et que moi je considère que quand un pays veut intégrer la communauté économique européenne, on est en droit d'exiger, par exemple, si on fait une sorte de cartographie d'état des lieux de l'État en question, cet état des lieux ne doit pas être strictement économique, il doit aussi être relatif aux droits de l'homme, il doit être relatif à l'éducation, il doit être relatif à l'état des hôpitaux psychiatriques, à l'état des prisons. Oui, parce qu'un bon sociologue, quand il veut savoir où en est un pays, il visite les hôpitaux psychiatriques et les prisons. C'est seulement là qu'il voit vraiment à quel pays il a affaire, et comment l'être humain est respecté dans ce pays-là. Voilà. Et à partir du moment où on regarde à la loupe ces aspects-là d'un pays, ensuite on peut éventuellement envisager peut-être que d'autres critères, d'ordre économique notamment, soient respectés. Enfin bref, quoi qu'il en soit, moi je n'avais pas ces chiffres-là, mais comme j'ai un instinct qui est très fort, j'ai considéré moi que la Turquie ne devait pas intégrer la communauté économique européenne. Voilà. Et alors, François Hollande m'a complètement suivi, la communauté économique européenne m'a entièrement suivi là-dessus, et le président Erdogan m'a suivi aussi. Voilà. Tout ça pour dire donc que quand la Grèce est entrée au sein de la communauté économique européenne, je vous signale que c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir, avec M. Fillon qui était Premier ministre, d'accord, et que ces critères-là, moi j'ai jamais fait l'ENA ou quoi que ce soit, mais je veux dire n'importe quelle mère de famille, enfin il n'y a pas besoin de mère de famille d'ailleurs, n'importe quelle personne sensée, un brin humaniste et qui a un brin de jugeote, aurait pensé à ça d'abord. Non. Mais non, c'était trop simple, probablement. Je trouve hallucinant quand même que personne n'y ait pensé. Voilà, bon, bref. Toujours est-il que aujourd'hui, n'empêche que j'ai pas eu le temps de réagir encore, mais j'ai entendu que l'Italie commence à cogner du poing sur la table, ils ont bien raison. Parce qu'ils sont ils ont exactement le même problème que la Grèce relativement au phénomène des migrants qui viennent d'Afrique. Donc ils ont parfaitement raison de cogner du poing sur la table. Je suis complètement derrière l'Italie et la Grèce, moi. Voilà. Bon. Ensuite, la confiance, le sujet a été abordé au sujet de Barack Obama et des écoutes. Les grandes oreilles de Barack Obama. Alors les grandes oreilles, ça avait été annoncé comme ça parce que
Il se trouve que Thomas Fersen a écrit une chanson qui s'appelle Né dans une rose, qui me raconte moi à la fin du premier disque que je lui avais inspiré. Donc ça remonte à 2003, je crois. Pièce montée des grands jours. Et j'avais dit à Thomas en rigolant, en lui écrivant, puis si t'es pas d'accord, je fais un saut à Paris et je te taille les oreilles en pointe. Et voilà pourquoi. Leur tailler les oreilles en biseau, j'en prends le chemin. Enfin, vous allez écouter, vous allez voir. Voilà. Et donc la confiance envers Barack Obama, quand je disais il y a quelque temps que j'avais toujours confiance en François Hollande, je persiste et je signe, et j'aurais très bien pu dire exactement la même chose au sujet de Barack Obama, dont je suis responsable du fait qu'il se soit présenté aux dernières présidentielles. Oui, je cache bien mon jeu, hein, mais c'est quand même la vérité, donc il n'y a aucune raison. Je lui avais écrit une longue lettre pour lui expliquer les différentes raisons, et pour lesquels il devait ne pas se défiler. Voilà. Enfin bon, je ne peux pas raconter tout ça ici. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? On a mis sous le nez donc justement un lien au sujet du site internet d'Alain Soral. Vous savez, le mec d'extrême droite là. Et donc il y avait une vidéo, les promesses justement de François Hollande, etc. Voilà. Alors il faut savoir que malheureusement, quand on fait de la politique, on est bien obligé d'admettre que assez souvent, on est obligé de s'engager et d'employer certains mots de vocabulaire que quelquefois on regrette. Parce qu'il est vrai qu'au lieu de donner, de communiquer des promesses, il aurait dû dire « je ferai tout pour que ». Effectivement, ce qu'il fait effectivement, et ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que le terme de promesse, ce qui est terrible, c'est que quand on reproche à un gouvernement de ne pas avoir tenu ses promesses, on se comporte un petit peu comme des gamins à qui on a promis une récompense, quoi. Mais par définition, un gouvernement, quel qu'il soit, mais c'est valable pour le gouvernement d'avant aussi, avec Nicolas Sarkozy, je veux dire par là que le chômage, c'est une résultante de l'évolution de nos sociétés. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez beau retourner le problème dans n'importe quel sens, la mondialisation, elle est là. Hein. Et quand vous achetez n'importe quel truc dans un magasin, ça vient peut-être de l'autre bout de la planète, quoi. Je regardais un documentaire sur les Inuits hier qui était absolument passionnant. C'était à 13h15 que je vous recommande d'ailleurs. 13h15 le samedi et 13h15 le dimanche. Et il montrait justement chez les Inuits un supermarché. Et donc les mecs partaient avec leurs chiens de traîneau pour une semaine et ils achetaient du poulet surgelé qui venait de je ne sais plus quel pays d'Europe. Vous voyez, les Inuits, ils mangeaient du poulet surgelé industriel qui venait d'un pays d'Europe. Voilà. Je veux dire par là que la mondialisation, on doit s'en protéger. Et pour s'en protéger, il faut une Europe forte. Et pour qu'une Europe soit forte, il faut qu'elle démontre qu'elle est capable de surmonter les défis qui s'imposent à elle-même. Et ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, c'est effectivement, ça n'est pas une crise de l'Europe, mais c'est un défi pour l'Europe. Ça ne fait absolument aucun doute. Alors je tiens juste à pointer du doigt l'incompétence absolue de Marine Le Pen et du Front National. Incompétence dont on sait tous que c'est la vérité quand même. Hein. Alors elle a dit textuellement il y a quelques jours, ce que la classe politique française ne supporte pas, c'est que dans l'hypothèse où la Grèce sorte de l'Europe, elle va vous démontrer qu'elle peut parfaitement s'en sortir sans l'euro, et ça, vous ne supportez pas. Voilà, c'est ce qu'elle a dit textuellement. Alors c'est extrêmement grave et risible, pour être tout à fait franche, parce que c'est complètement faux et complètement stupide et irrecevable. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va prendre uniquement, je me penche même pas sur le reste, hein, uniquement le problème du flux migratoire qui vient d'Afrique. Eh bien aujourd'hui, l'Europe a démontré, ça n'a pas été simple, n'empêche qu'elle a démontré quand même que certains pays d'Europe sont prêts à accueillir des migrants. Il y a un programme d'intégration d'un certain nombre de migrants.
ensuite chaque pays a négocié du mieux qu'il pouvait, comme il pouvait, selon son problème, ce qui est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Ce qui est irrecevable, c'est de dire ça n'est pas mon problème. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que sur 10 migrants aujourd'hui qui posent le pied en Grèce ou en Italie, tout le monde ne veut pas venir en France ou tout le monde ne veut pas venir en Allemagne. Je veux dire, vous avez plein de gens, vous avez peut-être un ou deux peut-être qui veut rester en France, c'est tout, pas plus. C'est surtout en Allemagne d'ailleurs qui veulent aller en France. C'est ça qui est assez curieux d'ailleurs, parce que c'est l'Allemagne qui est en tête de file, ce sont les Allemands qui en tête de file disent nous le problème de la Grèce on ne veut pas en entendre parler, alors que c'est chez eux qu'ils ont envie d'aller d'abord. Hein. Et la Grèce est le premier pays où les Allemands préfèrent aller en vacances. Donc c'est quand même très interpellant. Donc l'Europe elle est là, donc c'est pas la peine de la nier puisqu'elle est là. Voilà. Alors pour quelle raison Marine Le Pen est incompétente? Eh bien tout simplement parce que si jamais on se projette dans une hypothèse où la Grèce sortirait de l'Europe, eh bien ça veut dire que la Grèce se retrouve à gérer entièrement seule le problème de l'immigration, ce qui est complètement irrecevable et absolument impossible. Et déontologiquement, c'est complètement irrecevable, complètement stupide, parce que ce problème-là, c'est un problème européen et surtout pas grec et italien. C'est un problème strictement européen. Donc quand Marine Le Pen prétend ça, elle est complètement à côté de ses godasses. Elle le sait bien d'ailleurs. Hein. Elle joue la comédie quand elle dit ça, parce qu'elle le sait. Il faut bien qu'elle trouve quelque chose à dire, mais voilà, c'est complètement, c'est ridicule. C'est ridicule. Hein. L'Europe, elle existe pour bien d'autres raisons. Là, je suis de nouveau adhérente à l'association AIVI qui s'occupe des victimes de viol et d'inceste. Bon, il y a tout un tas d'aspects qui sont extrêmement importants au sujet de la protection de l'individu. Qui existe dans chaque pays, enfin dans plusieurs pays d'Europe bien sûr, mais je pense qu'on est peut-être un petit peu plus organisé, un petit peu plus costaud sur ce plan-là aussi. Et cette association, elle est internationale. Donc ça veut dire que quand je vais commencer à travailler avec cette association, le travail qu'on va faire au sein de cette association va pouvoir servir de base de travail pour les autres pays d'Europe aussi. Il en est de même pour la lutte contre la criminalité, qui maintenant doit se faire sur le plan européen, parce que la criminalité au niveau de l'Europe, les mecs sont extrêmement mobiles et vont d'un pays à l'autre selon les opportunités des failles juridiques et des failles policières. Donc c'est pour ça que ça doit se faire uniquement, enfin ça doit se faire au moins autant sur le plan européen que sur le plan national. Mais un truc super intéressant, j'ai entendu, je sais plus si c'était à la télévision ou à la radio hier, une enquête, c'était sur France Inter, une enquête sur les chiens qui détectent les explosifs, la drogue, etc. Et les chiens qui travaillent en criminologie. Parce qu'évidemment, le chien a un odorat, je crois, qui doit être 10 ou 20 fois supérieur à celui de l'être humain. Donc c'est moi qui ai posé le doigt sur le fait qu'il fallait développer absolument ça il y a plusieurs années. J'avais pas énormément de données là-dessus, mais il se trouve que j'avais entendu ce chiffre-là, justement, et je m'étais dit quand même, c'est assez incroyable. Et donc ils ont comment ils ont appelé ça, une odorothèque, je crois. Eh bien, tenez-vous bien, c'est la Hongrie. La Hongrie, en Europe, est le pays le plus perfectionné en ce qui concerne la collaboration des chiens avec la police. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des affaires qui se retrouvent solutionnées grâce aux chiens et grâce au flair du chien. Ça, c'est quelque chose qui vient de Hongrie. D'accord ? Voilà. Comme quoi les pays de l'Est ont des choses à nous apprendre, énormément de choses à nous apprendre. Et c'est valable dans n'importe quel... Si vous allez en Roumanie, je suis absolument persuadé qu'en Roumanie, vous avez certaines choses sur lesquelles ils nous battent à pleine couture. Simplement, on ne pense pas nécessairement à leur demander. Bah non, évidemment, c'est tellement plus simple. Hein, de partir du principe que les autres pays n'ont rien à nous apprendre. Moi, je pense que je suis plus subtil que d'autres sur ce plan. Je considère que l'autre, justement, a plein de choses à nous apprendre. Et que nous avons plein de choses à leur apprendre. Voilà. Et l'intercommunicabilité des différents pays les uns envers les autres, c'est énormément développé depuis que moi je sévis notamment. Ça existait déjà, mais ça existe encore plus. Et j'en suis extrêmement fière. Voilà. Alors, effectivement, cette notion de promesse en matière d'économie, c'est quelque chose qui de toute façon devrait être banni. Ça c'est clair. Je regardais ce midi, par exemple, à 13h15 justement, il y avait le cas de l'usine Jeannette qui est à Caen. Mi-chemin entre la Bretagne et la Normandie, justement, ce qui est intéressant pour moi. Et évidemment, Jeannette, ça a fait penser à Jeanne d'Arc, etc., à Rouen, enfin bref.
Et j'ai trouvé ce reportage-là juste absolument bouleversant parce que on voyait justement des travailleurs qui voulaient s'en sortir absolument, etc., etc. Et ils avaient rencontré Arnaud de Montebourg et qui a refusé de leur faire la promesse. Hein. Chose que je peux parfaitement comprendre, c'était intelligent de sa part. Bon, il semblerait que ça tourne maintenant. Et tenez-vous bien, c'est un descendant d'immigrés portugais qui reprend l'usine Jeannette. Hein, voilà. Donc très interpellant et très intéressant comme exemple. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez une entreprise qui se casse la figure, vous avez la possibilité par le biais d'Internet de lever des fonds, et des entreprises peuvent être reprises par les employés eux-mêmes, trouver de l'argent beaucoup plus facilement grâce à Internet. Peut-être que ça va être quelqu'un d'un autre pays d'Europe qui va vous aider à sauver votre entreprise. C'est comme ça, et je trouve ça très bien. Voilà. Alors, en ce qui concerne le racisme et la xénophobie, j'ai rédigé un article tout à l'heure au sujet des États-Unis parce que ils ont un problème, ils ont, à mon avis, comment dire, une définition des libertés fondamentales qui sont anormalement permissives. Hein. Quand on voit qu'aujourd'hui, quelqu'un du Ku Klux Klan aux États-Unis, de façon parfaitement légale, a le droit de distribuer des tracts. Voilà. Et de promouvoir la haine et la xénophobie, exactement comme on promouvrait, comment on dit, promouvrait, désolé si c'est pas français, hein. Exactement comme on promouvrait sa région, voilà. Au lieu de dire venez en Normandie visiter les jardins, détestez votre prochain, oh il a la peau noire, c'est très vilain. Ouais. Non mais attendez, c'est quand même assez hallucinant, hein. Et on ne jure que par les armes. Bon, enfin bref, j'ai développé tout ça à l'écrit de façon extrêmement approfondie aujourd'hui et je me suis bien amusée parce que j'en ai bien rigolé un peu et ça m'a fait du bien. Voilà. Alors j'ai vu que François Fillon avait fait une lettre à François Hollande. avait fait une lettre. Alors je suis pas allée lire la lettre, mais j'ai entendu ce matin un de ses supporters. Hein, c'était Monsieur Roger Carcy. J'ai pas la mémoire des noms, hein, je suis désolée. Faut pas prendre ça mal, mais j'ai un problème de dyslexie et j'ai pas la mémoire des noms. Alors, arrêtons de remettre en cause l'identité charnelle de la France. Alors, l'identité charnelle de la France. Alors, justement, c'est intéressant de parler de charnel, justement. Moi qui parlais d'AIVI, justement, l'Association internationale contre le viol et l'inceste, je trouve que c'est très intéressant, effectivement. Le respect de la femme, le respect de l'être humain. Alors attendez, bougez pas, parce que ce qu'ils disent, il faut que le pays, la France, donc, est beaucoup trop contraint, paraît-il. Donc, grosso modo, il est en train d'essayer de valoriser la notion de libéralisme économique. Alors, bon, je vais considérer ça comme une provocation, hein, parce que c'est franchement comique. C'est franchement comique pour quelle raison? Premièrement parce que M. Fillon, jusqu'à preuve du contraire, a été Premier ministre sous Nicolas Sarkozy et qu'il me semble, alors, il était très effacé, hein, on est bien d'accord, le petit chef, il l'autorisait juste à... je sais pas quoi d'ailleurs, enfin non, il devait faire son boulot, mais je veux dire, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui prenait la parole à sa place systématiquement, donc je comprends qu'il ait eu un petit peu les boules, hein, je suis parfaitement d'accord, n'empêche qu'il était quand même Premier ministre, hein, je suis désolé, il était Premier ministre et il a eu l'occasion de faire ses preuves, il me semble. Hein. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Hein. En attendant, moi ce que je remarque quand même, c'est que depuis que François Hollande est au gouvernement, il y a quand même énormément d'aspects de la société française où Nicolas Sarkozy et François Fillon auraient dû travailler vraiment. Et même si les lois en question n'avaient pas été votées, ils auraient dû véritablement se pencher sur ce problème-là. Oui, je parle avec mon crayon cet après-midi. Ils auraient dû bosser sur certains dossiers qu'ils n'ont absolument pas travaillé. L'évolution de la famille, par exemple, le pourcentage de divorces, quand même très important sur le nombre de mariages, c'est quand même un symptôme quelque part dans une société. L'explosion entre guillemets des familles monoparentales qui sont consécutives au divorce. Comment se fait-il que le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon à l'époque n'ait jamais travaillé sur ce sujet? Moi, j'ai travaillé sur le sujet depuis le début que je suis l'inspiratrice de François Hollande. J'ai travaillé sur le sujet et j'y suis encore et c'est loin d'être terminé. Hein. La GPA, etc. À l'époque, on en parlait déjà. Je veux dire, ces enfants-là, aujourd'hui, quand vous avez des parents, des gens qui ont envie d'avoir un enfant et qui font des enfants thalys, qui s'en vont dans d'autres pays d'Europe, il va quand même bien falloir y arriver à une forme d'harmonisation par rapport à ces sujets-là. Les relations avec l'islam. Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy n'ait jamais travaillé sur le sujet? Enfin, il y a plein de sujets comme ça où il se passait absolument rien.
quand c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République. Alors faut arrêter votre cinéma, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Alors, la guerre de civilisation, non, il n'y a pas de guerre de civilisation, hein, je suis désolé. Hein. Notre civilisation est en train d'évoluer. Hein. Il y a le monde contre une forme de barbarie aujourd'hui, hein, qui est Daesh. C'est là le problème. Mais notre civilisation, elle n'est pas en crise. Elle est en évolution, c'est vrai, mais elle n'est pas en crise particulièrement. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que le racisme et la xénophobie sont plus importants. Moi, je ne pense pas. Je dis pas ça dans le but de rassurer absolument, mais sincèrement, c'est ce que je pense. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je pense qu'il y a 20 ans, par exemple, si vous alliez dans un... On va prendre, comment dire, sans parler des familles, parce que je m'en prends toujours aux familles, mais on va prendre, par exemple, une fête de village, hein, au hasard, et un repas quelconque dans n'importe quel coin du pays de Caux. Bon. Quelqu'un qui tenait des propos racistes, etc., il y a 20 ans, par exemple, il s'énervait pas plus que ça, quoi. Il sortait son truc, et puis tout le monde disait oui, et puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est raciste ou qui est xénophobe, etc., se sent attaqué dans ses valeurs à lui. C'est-à-dire que quelque part, il se sent un peu coupable d'être raciste ou xénophobe, et donc du coup, il le revendique beaucoup plus. Et les ultras vont tenter de le revendiquer avec Internet de façon beaucoup plus approfondie, jusqu'au moment où il est tenté de passer à l'acte. Mais au fond, si vous réfléchissez bien et si vous observez l'évolution d'un échantillon de personnes il y a 20 ans et aujourd'hui, je ne pense pas, sincèrement, moi, qu'il y ait plus de racistes aujourd'hui ou de xénophobes qu'il y avait il y a 20 ans. Sincèrement, je le pense. Je pense, moi, au contraire, que la société française évolue plutôt bien. Simplement, c'est un peu comme si vous aviez j'expliquais l'autre jour, c'est un peu comme si vous aviez un insecte... quelque part qui vous dérange, vous avez un nid de fourmis par exemple dans votre maison, moi j'habite à la campagne, si jamais vous versez du jus de citron chaud dessus, ça va les énerver, quoi. Et bien là c'est exactement la même chose en fait. Alors effectivement maintenant il y a des répercussions au niveau comment dire, faut faire attention à ce qu'on dit dans le milieu des médias, faut faire attention à ce qu'on dit dans le milieu des humoristes, artistiques, etc. C'est vrai. Mais bon, Internet joue un rôle... Je crois que le problème réside dans le fait qu'Internet joue un rôle de loupe, en fait. Grossit beaucoup plus les choses. Voilà. Là, je suis allée sur le site d'Alain Soral parce qu'il y avait la vidéo, justement, qui parlait des promesses de François Hollande. J'ai pas pu la regarder parce que mon player est en panne. Donc je me suis contentée de travailler sur le sujet et il explique sur le portail du site qu'il faut pas faire de faute d'orthographe, qu'il faut pas insulter, qu'il faut pas ceci, qu'il faut pas cela, qu'il faut pas cela. Et quand vous regardez les commentaires, vous vous rendez compte que ça n'est que ça et que personne ne bouge et que personne ne modère. Voilà ce que c'est aujourd'hui Internet. De la merde en branche sur certains sites, franchement. C'est pas avec ça que je vais être tenté d'aller voir les vidéos de Dieudonné, hein, franchement. De temps en temps, je me dis, ouais, tiens, faudrait que j'y aille. Mais j'ai pas envie, hein, franchement. J'ai pas envie. Je suis en train d'écrire des choses marrantes pour moi. Voilà. Ce soir, il y a une émission sur la gendarmerie et la police qui est très intéressante, avec Michel Drucker, que je vous recommande particulièrement. Je suis pas en train de faire une apologie déplacée, je crois, de la police et de la gendarmerie. C'est juste, je trouve que c'est juste honnête de rendre hommage à des gens qui sont quand même chargés tout le temps de veiller sur nous et d'assurer, quoi. Et sur le plan psychologique, il y a des moments où ça doit vraiment pas être facile. Donc je trouve que c'est vraiment bien de leur rendre hommage.